Bonjour, nous allons aujourd'hui commencer le chapitre 3 qui va porter sur les différents modèles classiques de l'atome. Et ici, on va l'appliquer à l'hydrogène et aux hydrogènes. Vous savez que pour étudier l'atome, nous avons besoin d'avoir un modèle qui va nous permettre de représenter les propriétés théoriques de l'atome. À partir d'expériences, on confirme le modèle. Lorsqu'on choisit un modèle, on confirme, l'expérience va nous permettre de confirmer le modèle ou de dire de rejeter ce modèle. Nous l'avons déjà vu dans le premier chapitre, et on avait aussi dit qu'il n'y a aucun modèle qui permet d'expliquer toutes les propriétés de l'atome. Donc chaque modèle a ses limites. Chaque modèle peut expliquer une partie des propriétés de l'atome, mais il arrive qu'on atteint les limites des explications. De ce fait, il faut changer de modèle. Donc il n'y a aucun modèle qui va nous permettre d'expliquer toutes les propriétés de l'atome. Et on dit toujours le meilleur des modèles est celui dont on connaît les limites. Bien sûr, quand on ne connaît pas les limites, on continue à appliquer des propriétés qui seront toujours en opposition, en contradiction avec l'expérience, puisque tout ce qu'on va déterminer des propriétés de l'atome doit provenir d'expériences pratiques. Le modèle, l'un des premiers modèles adoptés, que nous avons déjà vu, que vous avez vu au lycée, c'est le modèle de Rutherford. Ici, qui considérait l'atome comme le système planétaire, c'est-à-dire vous avez un noyau central de charge positive et autour duquel tournent les électrons. Un électron massif autour d'un noyau massif avec une orbite circulaire de rayon R. Et dans ce premier modèle, on va supposer que le noyau ne bouge pas, il est immobile. Donc, autour d'un noyau de masse M, pratiquement immobile. Ceci, c'est le premier modèle proposé par Rutherford et qui nous a bien sûr permis de parler des isotopes, des isobares, des nucléotides isomères et beaucoup d'autres choses. Donc, on va appliquer ce modèle à l'hydrogène et aux hydrogénides et essayer plus tard de l'appliquer aux atomes ou les électroniques. L'hydrogène, que vous connaissez depuis le lycée, est l'atome le plus simple, avec un noyau contenant un seul électron autour duquel gravite un électron. Vous avez l'hydrogénide, c'est un complexe qui a le même spectre électronique que l'hydrogène. La seule différence avec l'hydrogène, c'est que dans son noyau, nous avons plusieurs nucléons. Donc c'est un cation possédant un seul électron. Sa structure est semblable à celle de l'atome d'hydrogène. Ce qui les différencie, c'est juste la charge du noyau. Si dans le cas de l'atome d'hydrogène, le nombre de charges est égal à 1, la charge E, dans le cas des hydrogénides, bien sûr Z est supérieur à 1, et la charge du noyau est égale à Z fois 1. Qu'est-ce que c'est un hydrogénide? C'est un atome auquel on a arraché tous les électrons sauf 1. On voit sa structure, c'est toujours de la forme X, Z-1, donc Z1, Z-1, on a enlevé Z-1 électron. Comme il y avait Z électrons, il nous reste un seul électron. Les cas les plus simples, on a l'hélium qui a 2 électrons et il perd un électron, donc il reste un électron. Le lithium qui a 3 électrons, s'il perd 2 électrons, bien sûr, il reste un électron. Le néon a 10 électrons et s'il perd, on arrache 9 électrons, il va rester un électron. Donc on va étudier l'hydrogène et l'hydrogénide. Surtout la liaison qui existe entre le noyau et l'électron. Parce que si l'électron tourne autour du noyau et ne s'en éloigne pas, c'est qu'il y a une force qui lie le noyau qui est positivement et l'électron chargé négativement. Donc, on verra que cette liaison, c'est une énergie. Cette énergie de liaison est bien sûr l'énergie mécanique de l'électron, c'est-à-dire l'énergie potentielle, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. C'est que les électrons sont soumis à une force d'attraction, bien sûr, parce qu'il y a une charge positive au niveau du noyau et une charge négative sur les électrons. Cette force-là, vous l'avez déjà vu, c'est K fois Q1, Q2, R carré. La charge du noyau multipliée par la charge des électrons sur la distance qui sépare les deux. Sur cette charge, l'électron est attiré. La force est dirigée vers le noyau parce que l'électron est attiré par le noyau. Et c'est pourquoi on a eu une charge négative ici en orientant l'axe de l'électron est attiré par le noyau, mais il ne tombe pas sur le noyau. Il y a une force centrifuge, F mv carré, due à la vitesse de l'électron, qui s'oppose à la force d'attraction. Donc une force centrifuge due à la rotation des électrons autour du noyau. De ce fait, l'énergie totale qu'on va déterminer, ce sera la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle.
Détermination de l'énergie potentielle de liaison de l'électron. L'énergie potentielle mécanique, on l'a vu, c'est une énergie qui part un corps en mouvement. Lorsque ce corps est soumis à une force conservative, comme le poids. On dit que dans le travail produit par une force est indépendant du chemin suivi par son point d'action. On dit que cette force est conservative. Donc, on a une force conservative lorsque le travail produit par cette force ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Pas, vous avez déjà vu avec la force d'attraction terrestre qui dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Tout corps soumis à une force conservative va échanger de l'énergie lorsqu'il est en mouvement. Et cette énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, bien sûr, il existe un champ scalaire U, aussi appelé potentiel, et la force F, là, F égale moins gradient de U, soit dérivé d'un potentiel, d'un champ scalaire. Ici, on a, comme ici, force ne dépend que de R, gradient c'est moins D de R, dr, F égale à moins D de U sur dr, U étant le potentiel, dr égale du. On va intégrer bien sûr en remplaçant F ici. Ici, n'oubliez pas, F c'est un module, F scalaire, en réalité c'est F scalaire dr qui donne ce résultat, norme de F, norme de dr, cosinus de l'angle, ça fait 0, donc ça fait 1, cosinus égale 1, vous avez F dr. Sur l'électron et la distance R, et ne pas aller en deçà de R et peut-être ramener jusqu'à l'infini. On arrache l'électron, bien sûr, on ramène à l'infini. C'est pourquoi on intègre de R à l'infini. Et voici l'expression de l'énergie potentielle de l'électron autour du noyau. Z E carré sur 4pi epsilon 0 1 sur R. Quelle est l'énergie cinétique? En appliquant la relation fondamentale de la dynamique, on a F égale ma, A étant l'accélération, puisque on a dit que l'électron est en mouvement circulaire autour du noyau, ce qui permet d'avoir l'expression, on avait déjà l'expression de F, moins Z carré sur 4 epsilon R carré mu, mouvement circulaire. Bien sûr, A égale AN, l'accélération normale, qui est égale à V carré sur N. En égalant les deux expressions, on va déterminer l'énergie cinétique. 1 demi de mv, T égale à 1 demi de mv carré. On a T égale à 1 demi de Z carré 4pi epsilon 0 R carré. Il suffit juste de multiplier par R ici et de diviser par 2 pour retrouver l'énergie cinétique. Ça fait l'énergie totale du système, puisqu'on a supposé le noyau immobile là-bas. L'énergie de liaison électron au noyau, bien sûr l'énergie mécanique. L'énergie mécanique d'un système soumis uniquement à l'action de force conservative. La seule force qui s'exerce ici sur l'électron, bien sûr, c'est la force d'attraction exercée par le noyau. Donc l'énergie totale, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. E de R, l'énergie cinétique ici, plus l'énergie potentielle, qui donne ER, l'énergie totale de liaison de l'électron au noyau, qui est son énergie mécanique, est égale à moins Z carré sur 2 4pi epsilon 0 R. Bon, vous regardez, bon, ça c'est positif. Si cette expression-là, c'est le double de cette expression. C'est pourquoi vous avez la moitié en demi. Si vous regardez bien dans cette expression de l'énergie totale, tirée du modèle de Rutherford, nous n'avons mis aucune condition sur R. On a fait notre raisonnement sans faire de condition sur R. Ça signifie 1, R peut prendre n'importe quelle valeur. Que l'énergie de liaison ne dépend que de R. Et on n'a fait aucune condition sur R. Ça veut dire que dans ce modèle de Rutherford, tous les rayons sont possibles. On n'a fait aucune condition sur R. Que de R ne dépend que de R, donc tout est possible. R égale 0, R égale infini. Bien sûr, il y a une valeur, lorsque R tend vers 0, l'énergie va tendre vers l'infini, bien sûr, moins l'infini, qui est impossible, mais n'empêche qu'on n'a fait aucune condition sur. Et de ce fait, ce modèle de Rutherford nous a permis de déterminer les propriétés statiques du noyau. On a défini le nucléide à partir de là-bas. Nous avons défini les isobars, les isotopes à partir de là-bas. Nous avons étudié la charge du noyau, la charge de l'électron à partir de là-bas. Ce modèle, en réalité, vient d'atteindre une limite, car ce modèle
est en contradiction avec la réalité. Puisqu'on le sait, tout corps qui est en mouvement dépense de l'énergie. Donc l'électron qui est en mouvement autour du noyau dépense de l'énergie. Donc il faut avoir de l'énergie pour pouvoir la dépenser pour pouvoir se mouvoir. Donc tout corps en mouvement rayonne de l'énergie. Et comme l'électron rayonne de l'énergie, cette énergie devait progressivement diminuer et l'électron devait finir par tomber sur le noyau. Ce qui n'est jamais le cas, puisque depuis la nuit des temps, on a l'électron qui est toujours autour du noyau. Ce qui fait que les atomes existent, sinon les atomes ne devaient pas exister. Donc si l'électron ne tombe pas sur le noyau, c'est parce que ce modèle-là ne permet pas d'expliquer ce phénomène. Deuxièmement, dans ce modèle, on l'a vu tout à l'heure, on a dit que l'énergie varie de façon linéaire avec R. Lorsque R diminue, l'énergie augmente, puisqu'on a une valeur négative ici. Lorsque R diminue, l'énergie augmente. Et lorsque R augmente, l'énergie diminue. Ça, c'est ce que dit, ça, c'est la conclusion que nous avons tirée du modèle de Rutherford. Or, l'expérience montre que le spectre d'émission de H est composé de raies. Donc, on n'a pas une variation linéaire de l'énergie. La théorie nous dit que l'énergie varie de façon linéaire avec R. Or, l'expérience montre que l'énergie varie de façon discontinue. Donc, c'est la deuxième contradiction. Première contradiction, l'électron qui tourne sur le noyau, devait finir par tomber sur l'énergie parce qu'il dépense permanemment de l'énergie. D'après le deuxième contradiction, l'émission de l'énergie lumineuse, l'énergie de liaison ne varie pas de façon linéaire, de façon discontinue. Ceci a été montré par les spectres de l'atome d'hydrogène. Merci de votre attention et à la prochaine.